bienvenue dans la grande interview. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de nous entretenir avec Sergei Tsivilov, ministre russe de l'énergie. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Nous enregistrons cette interview lors de la semaine russe de l'énergie, d'où ma première question pour vous. Quel rôle joue-t-elle dans le renforcement de la coopération internationale dans le secteur énergétique? Et la deuxième question, quels sont les objectifs globaux à long terme auxquels fait face le ministère russe de l'énergie, en particulier dans la coopération internationale? La semaine russe de l'énergie est le principal forum international du ministère russe de l'énergie. Au cours de l'année, nous avons toute une série de forums. Ils ont chacun un thème très spécifique, mais s'inscrivent dans le cadre de la semaine russe de l'énergie. Elle ne se termine donc pas demain, mais se poursuivra durant toute l'année. De nombreux invités viennent assister à la semaine russe de l'énergie. C'est l'endroit idéal pour rencontrer ses partenaires et les pays amicaux, synchroniser les agendas et discuter de projets ultérieurs. Bien entendu, nous tenons de nombreuses rencontres bilatérales dans le cadre de cette semaine. Cette année, nous avons 19 rencontres. Tout le monde se montre intéressé. Le nombre de demandes de participation à la semaine russe de l'énergie est très forte. Non seulement de la part des entreprises énergétiques russes, des secteurs des combustibles et de l'énergie, mais aussi de la part de nos collègues étrangers. Pour chaque semaine de l'énergie, nous préparons plusieurs volets dont nous aimerions discuter plus en détail. Cette année, nous avons opté pour 2 points qui sont d'une grande importance, non seulement pour la Russie, mais aussi pour les pays amicaux. Premièrement, la session d'hier a été consacrée à l'école d'ingénierie. Nous sommes fiers de notre école d'ingénierie, qui a de grandes traditions. Face aux défis auxquels sont confrontés aujourd'hui notre pays et le monde entier, nous sommes déterminés à continuer à améliorer l'école russe d'ingénierie. Nous sommes prêts à partager avec les autres nos technologies et nos savoir-faire dans l'éducation. Nous constatons un grand intérêt chez les pays amicaux pour l'éducation russe. En fait, nous devons construire notre école d'ingénierie dès la maternelle. Hier, nous avons discuté de la nécessité de la construire dès les premières années de l'école, qui accueille non seulement des enseignants travaillant selon une méthodologie pour former des spécialistes et qui met l'accent sur des sciences exactes, la physique et les mathématiques, mais elle accueille aussi des représentants d'entreprises. Ils parlent aux enfants de leurs entreprises et organisent des visites guidées. Pendant leurs études, les enfants commencent peu à peu à s'y intéresser. On organise des ateliers et des quêtes sous forme de jeux consacrés au domaine énergétique parce que les enfants aiment bien les jeux. C'est là que le mentorat commence. Ensuite, les élèves doivent décider s'ils veulent poursuivre leurs études à l'école ou entrer dans un établissement de formation professionnelle. Nous chargeons ces établissements de visiter les écoles pour parler aux enfants du type de formation qu'ils pourraient y recevoir et pour leur présenter en général ces établissements. Nous voulons assurer une transition aussi fluide et harmonieuse que possible, un passage sans rupture, afin d'éviter tout stress supplémentaire pour l'enfant. Il est essentiel qu'il puisse choisir, qu'il sente qu'il ne sera pas laissé de côté, mais qu'il progresse naturellement vers une nouvelle étape de son parcours éducatif.
Ceux qui resteront à l'école continueront à y travailler. Ensuite, ce sera la même chose pour l'enseignement supérieur, puis pour l'entrée dans la vie professionnelle. Dans les universités comme dans les établissements d'enseignement professionnel, nous créons, en partenariat avec les entreprises, des laboratoires spécialisés. Notre objectif est que les élèves apprennent de suite en utilisant les mêmes outils que ceux qu'ils utiliseront plus tard dans leur travail. Et une fois arrivés sur leur lieu de travail, ces jeunes sont accueillis par des tuteurs. Le rôle du tuteur est d'aider le jeune diplômé à s'intégrer le plus rapidement possible, prendre ses marques et devenir un véritable spécialiste. Ensuite, à son tour, il devient tuteur. Ainsi, se met en place un véritable cycle de transmission des savoirs et des compétences. Entre 2025 et 2030, nous allons consentir d'importants investissements et déployer de grands efforts pour former ces spécialistes. Les résultats de ces investissements se manifesteront à partir de 2030, lorsque ces jeunes reviendront travailler. Mais nous estimons que ces investissements sont pleinement justifiés. Comme on dit, nos enfants sont le meilleur des investissements. Ces approches suscitent également l'intérêt de nos partenaires étrangers. Lorsque nous expliquons que nos enfants auront la possibilité, dès l'école, puis naturellement dans les établissements d'enseignement professionnel et supérieur, d'échanger activement entre eux, de passer du temps ensemble et de participer conjointement à des projets de recherche ou de développement, cela rencontre toujours un vif écho. C'est pourquoi nous avons évoqué l'école russe d'ingénierie. Le second point, tout aussi essentiel, concerne la question des valeurs et de l'avenir. Chaque fois qu'un modèle de développement change, il s'accompagne inévitablement de tensions à l'échelle mondiale. Historiquement, chaque transition d'un paradigme technologique à un autre s'est souvent accompagnée d'événements négatifs. Autrefois, ces transformations se produisaient une fois tous les quelques siècles, puis au fil du temps, plusieurs fois au cours d'un même siècle. Aujourd'hui, nous voyons comment un nouveau cycle technologique émerge en l'espace de 10 à 20 ans sous nos yeux au sein d'une seule génération. Il est essentiel, donc, de savoir sur quelles valeurs se baser en abordant la nouvelle étape technologique. Il est crucial, à notre sens, de comprendre selon quels principes nous construirons le nouveau système énergétique mondial. Voici un principe significatif que nous avons tous formulé ensemble et qui a vu le jour ici, il y a 1 an, dans le cadre de la Semaine russe de l'énergie, lorsque 10 ministres de l'énergie des pays des BRICS se sont réunis pour formuler leur position sur la transition énergétique. Si vous vous souvenez, on était sous pression. Tout devait être exploité. Le soleil, le vent et tout le reste. Ce n'est pas bien. On nous imposait des standards. Alors, nous avons dû tenir une réunion lors de laquelle on a voté à l'unanimité pour un communiqué qui répondrait à ces défis. Et cela a montré une unité extraordinaire. Et c'est ce qui a formé la base du principe de l'énergie équitable. Ce communiqué a ensuite été discuté dans le cadre de l'OCS et des BRICS. Cette idée a pris de l'ampleur pour finalement constituer la position d'une énergie équitable qui permette à tous les pays de vivre en harmonie les uns avec les autres, qui est fondée sur des principes d'égalité, de respect et de confiance mutuelle, et d'échange de technologies, de connaissances scientifiques et de projets conjoints dans le domaine énergétique. Avec cette approche, notre énergie contribuera au développement de notre civilisation. Si nous ne la respectons pas, l'humanité dispose actuellement d'une grande quantité d'énergie, car nous avons appris à en produire à partir de tout. Et si nous ne respectons pas les principes fondamentaux d'égalité et employons des principes injustes, cela peut mener à de grands conflits et défis pour notre civilisation.
Aujourd'hui, nous comprenons que le principe d'égalité énergétique est l'un des fondements mêmes de l'existence de notre civilisation. Cela me réjouit de voir que nous façonnons tous ensemble ce principe. Chacun de nous essaye d'y contribuer. Et à mon avis, nous réussissons tous. Comme vous l'avez dit, on accueille un bon nombre de participants, de partenaires qui viennent de pays différents pour assister à la semaine russe de l'énergie. Parlons plus précisément de l'Inde et de la Chine. Comment évalueriez-vous les perspectives de coopération avec ces consommateurs qui sont le plus importants de l'énergie russe? Actuellement, nous travaillons de manière engagée tant avec l'Inde qu'avec la Chine. Nombre de programmes conjoints sont envisagés. Je peux dire, pour sûr, qu'en ce moment, notre coopération avec l'Inde connaît un essor important dans le domaine énergétique. Nous fournissons en grande quantité le pétrole, le charbon et le gaz liquéfié. Ces derniers temps, l'Inde se retrouve sous pression pour renoncer à acheter de l'énergie russe. Sauf que, voyez-vous, nos relations se sont avérées plus solides que la pression exercée. Et cela constitue un des progrès importants de notre coopération. D'ailleurs, nous en avons parlé avec l'Inde. Elle a aussi voté pour une énergie équitable. Elle aussi partage ces principes. Pour ce qui est de la Chine, des documents importants ont été signés lors de la rencontre des dirigeants de l'OCS. Et tout le monde a ainsi constaté que les relations entre la Russie et la Chine, dans le domaine énergétique, ont atteint un nouveau niveau. Les parties ont signé des accords sur la construction de pipelines et la fourniture de gaz. Une attention particulière a été accordée aux livraisons de gaz liquéfié, ce qui est également très important. Avec la Chine, nous échangeons également des technologies et élaborons ensemble des approches communes en matière de développement. La Chine, certes, mais pas seulement. Dans presque tous les pays où nous nous rendons, on se souvient de la Russie, car partout dans le monde, nous avons laissé notre empreinte, nous y avons bâti quelque chose. Et dans le domaine de l'énergie, nombre de ces réalisations continuent de fonctionner aujourd'hui et avec succès. Nous disposons d'une expérience historique considérable, une expérience solide et fructueuse qui nous permet aujourd'hui de construire nos relations sur des bases éprouvées. C'est pourquoi je suis convaincu que nos relations avec l'Inde et avec la Chine ne feront que se renforcer. De nombreux participants africains étaient présents au forum et une session a été consacrée à la mise en œuvre pratique de projets concrets entre la Russie et l'Afrique. Fin juillet, vous avez vous-même visité les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Comment le marché africain est-il perçu par le ministère russe de l'énergie? Pourrait-on en parler comme de l'un des axes prioritaires pour le développement de la coopération énergétique de la Russie? Le continent africain est aujourd'hui l'un des continents qui se développe le plus rapidement au monde. C'est sans doute aussi le plus jeune. Et il dispose d'un immense potentiel de croissance. Actuellement, il ne produit qu'environ 280 gigawatts d'électricité, ce qui est très peu pour un continent d'une telle taille. Plus de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité et près d'1 milliard de personnes cuisinent encore au feu de bois, souvent à partir de déchets biologiques. La question énergétique en Afrique est donc particulièrement cruciale. Or, avec une population jeune, en plein essor, avide de progrès et désireuse d'apprendre rapidement, l'Afrique a besoin de nouvelles technologies et de nouvelles approches. Et cette jeunesse est prête à apprendre et travailler avec la Russie. Je considère l'Afrique comme la région du monde qui ressent le plus vivement ce que signifie l'injustice ou la justice énergétique. Lorsque j'ai animé une session similaire à Saint-Pétersbourg, consacrée à la justice énergétique, 2 représentants de pays africains étaient à mes côtés. J'ai commencé par exposer ma vision sur cette question.
Puis, je leur ai donné la parole. Et ils ont expliqué avec une telle clarté, une telle précision qu'ils ne toléreraient plus jamais une approche coloniale injuste. Ils défendent l'égalité, le développement partagé, mais rejettent fermement toute domination d'un pays sur un autre au profit de ses propres intérêts. C'est justement en Afrique que le principe de justice énergétique trouve un écho particulièrement fort. Vous avez raison. J'étais récemment en Afrique, où nous avons déjà signé le tout premier accord intergouvernemental et mis en place une commission entre la Russie et le Mali. J'ai eu l'honneur d'être nommé coprésident de la partie russe de cette commission. Des documents similaires sont en cours de finalisation avec le Niger et le Burkina Faso, et je pense qu'un certain nombre d'autres pays viendront bientôt s'y joindre. Nous sommes en train d'établir des standards de coopération intergouvernementale. Je considère que, d'après notre expérience et celle de nos relations avec d'autres États, plusieurs niveaux d'interaction doivent être envisagés. Le premier niveau est celui de la coopération gouvernementale qui s'organise précisément dans le cadre des commissions intergouvernementales où tout est réglementé. Le second niveau concerne les relations directes entre entreprises. Notre mission, au sein de ces commissions intergouvernementales, est de créer toutes les conditions nécessaires pour permettre aux milieux d'affaires russes et africains de coopérer activement, de développer leurs échanges et de les soutenir dans cette voie. Lorsqu'il existe des obstacles, nous nous efforçons de les enlever. Nous n'intervenons jamais dans les négociations commerciales. La fixation des prix, les conditions de contrat, tout cela relève des entreprises elles-mêmes. Notre rôle consiste à l'accompagnement dans ces processus et la création d'un cadre favorable à la coopération. Ce sont précisément ces standards que nous mettons aujourd'hui en place. Parallèlement, nous apportons nos propres standards en matière de formation comme d'approche. À titre d'exemple, les 3 pays du Sahel ont exprimé leur intérêt pour l'énergie nucléaire. Nous leur avons répondu que nous comprenions parfaitement ce choix et que l'avenir appartenait réellement au nucléaire. Nous vous comprenons et sommes prêts à vous aider, mais avançons étape par étape. Il ne s'agit pas simplement de livrer des équipements ou de construire une centrale. Il faut mettre en place tout un écosystème qui commence par la formation. Vos cadres et vos spécialistes doivent d'abord être préparés afin de pouvoir ensuite construire et utiliser cette centrale nucléaire. C'est pourquoi dans chacun de ces 3 pays, nous avons commencé par une priorité essentielle. La formation des spécialistes. Nous accueillons des étudiants dans nos établissements dans le cadre du quota fixé par le ministère de la Science et de l'Enseignement supérieur. Rosatom dispose également de son propre quota et accueille, au sein de ses instituts, de futurs spécialistes pour les former. Avec chacun de ces pays, nous avons défini ensemble les modalités liées à ces quotas et à l'envoi des étudiants. Nous transmettons les instructions nécessaires et ce sont les autorités locales qui sélectionnent elles-mêmes les futurs ingénieurs dans le secteur du nucléaire avant de les envoyer suivre une formation en Russie. Ce programme de coopération avec ces 3 États est déjà en cours. Vous avez mentionné la commission intergouvernementale conjointe avec le Mali. Vous avez participé à sa première réunion à Bamako en juillet. Comment évaluez-vous l'importance du travail de cette commission et pourquoi est-il important de créer des commissions de ce type avec les pays africains? Tout d'abord, chaque réunion de la commission fait l'objet d'un procès verbal. Ainsi, nous fixons des plans clairs et concrets sur ce qui doit être fait. À chaque réunion de la commission, nous faisons le bilan des plans précédents et nous planifions clairement ce que nous devons accomplir pour la période suivante. C'est cette planification rigoureuse, ce travail conjoint et mutuel qui, à mon avis, constitue le pilier principal du travail de la commission intergouvernementale. Vous avez dit que l'année dernière, dans le cadre de la Semaine russe de l'énergie, une réunion des ministres de l'énergie des pays des BRICS a lieu.
Ma question est donc la suivante. Selon vous, comment les BRICS changent-ils le visage du marché mondial de l'énergie en tant que consommateurs et producteurs de ressources énergétiques? Les pays des BRICS figurent bien sûr parmi les plus grands producteurs et consommateurs d'énergie électrique. Par conséquent, en réalité, les BRICS établissent déjà des standards dans le domaine énergétique. Nous nous accordons avec tous nos pays amis, notamment sur la création de standards communs pour les équipements afin que ces standards soient convenables pour tous les pays et que nous puissions planifier et concevoir des projets sur la base de ces standards communs. De plus, ces standards sont créés par les entreprises elles-mêmes. Elles créent les standards qui leur sont utiles dans leur travail. Ce mécanisme de création de standards communs avec lesquels nous pourrions travailler est également un volet très important. Dans le cadre des BRICS, nous abordons aussi le développement du secteur énergétique et les défis mondiaux auxquels il est actuellement confronté. Nous avons tous la même approche face à ces défis. J'ai déjà évoqué la transition énergétique et notre attitude à son égard, mais ce qui est le plus important et ce sur quoi nous sommes tous d'accord, c'est qu'au cœur du nouveau paradigme technologique, qui se forme rapidement, se trouve l'énergie électrique, produite à partir de toute une série de sources d'énergie primaires. Il s'agit précisément de l'énergie électrique, de son accessibilité et de sa disponibilité dans les volumes nécessaires. Il s'agit de son accessibilité sur le plan technique et financier à la fois. Il faut non seulement amener l'électricité jusqu'aux habitations et entreprises, mais il faut aussi qu'elle soit en mesure de payer pour cette électricité et de l'avoir en quantité suffisante. C'est ce qui déterminera dans les prochaines années le développement économique et le niveau de vie de la population de ces pays. Désormais, l'énergie électrique, c'est tout. C'est la robotisation, l'automatisation, l'intelligence artificielle. L'énergie électrique, c'est aussi l'argent, car c'est ainsi que l'on obtient les crypto-monnaies. L'énergie électrique, c'est aussi les transports, les drones et même les voitures qui fonctionnent désormais à l'électricité et bien d'autres choses encore. Tout cela, c'est l'énergie électrique. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans le cadre de ce paradigme technologique, c'est l'énergie électrique qui définit l'avenir. Il s'agit donc d'un grand défi. Nous discutons ensemble de la manière dont nous allons créer un écosystème solide pour l'énergie électrique et comment ce système doit fonctionner uniquement pour le bien de l'humanité et en aucun cas pour sa destruction. Nous devons construire un système qui soit en harmonie. Lorsque nous avons développé, sur instruction du président Poutine, en collaboration avec l'Agence pour les initiatives stratégiques, les projets de souveraineté technologique de l'État, puis de souveraineté technologique dans le domaine de l'énergie, et ensuite de toutes ces sous-catégories, nous avons décrit toutes les technologies existantes et toutes les technologies futures. Nous les avons classées et nous avons établi aussi une carte des technologies. Nous avons toujours une approche très systémique. Ce qui est étonnant, c'est que cette carte des technologies nouvelles et existantes, pour quelques raisons, a coïncidé de très près avec le tableau périodique de Mendeleïev. La raison de cette coïncidence est claire. L'énergie est produite à partir de sources primaires et elle est issue de l'énergie naturelle. Par diverses technologies, nous transformons l'énergie naturelle en une énergie pratique pour notre usage. Actuellement, c'est justement l'énergie électrique. C'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a deux types d'énergie constituant les plus importants dans le monde. Le premier est l'énergie naturelle, le second est l'énergie de la pensée. L'homme, par sa pensée, influence l'énergie naturelle, il la transforme. À son tour, l'énergie naturelle influence l'énergie de la pensée humaine. C'est de l'homme que dépend l'orientation de cette énergie, soit vers la création et le développement de notre société,
qui doivent vivre en harmonie avec elles-mêmes et avec la nature, soit vers la destruction, tant de l'humanité elle-même que de la nature. Il est donc de notre responsabilité de façonner notre pensée de manière à ce que nous vivions en parfaite harmonie avec la nature et les uns avec les autres, car nous faisons partie de la nature. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Sur cette belle note philosophique, notre interview touche à sa fin. Félicitations pour cette 8e semaine russe de l'énergie. Et je vous rappelle que c'était Sergueï Tsivilov, ministre russe de l'énergie.